Voilà, merci. Bonjour à vous tous, merci d'être avec nous. Vous avez choisi un très bon débat, parce que si, comme moi, vous avez passé un peu de temps dans les panels précédents, dans les chapiteaux précédents, eh bien, vous avez entendu beaucoup de choses qui concernent la place des entreprises dans la société. On est dans un week-end spécifique. On est, je crois, assez préoccupés les uns et les autres. Il y a un peu un éléphant dans la pièce cette année à Aix, qui est la situation politique. Et bien évidemment, dans ce que j'ai entendu moi depuis hier, dans les différents panels, il y a une grande réflexion sur la place de l'entreprise dans la société. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Bien évidemment, ce n'est pas la vocation des entreprises d'intervenir sur le champ politique, mais on sent bien que non seulement il y a un certain nombre d'entreprises qui considèrent qu'elles doivent aller plus loin dans leur façon de participer au débat de société, de montrer de l'engagement dans la société, mais voilà, il y a aussi une réflexion plus profonde de moyen terme sur la place de l'entreprise, sur le management de l'entreprise. Et peut-être, après tout, que dans cette période de grande incertitude et d'instabilité, les entreprises peuvent peut-être être une force de rappel, une force de stabilité, parce qu'après tout, elles créent du lien, puisque le sujet principal des rencontres d'Aix, c'est de relier les mondes. Peut-être qu'elles sont créateurs de liens dans une époque où on crée plutôt, on va dire, du conflit, de la colère, du clivage, de l'affrontement. Et donc, il y a une nouvelle responsabilité de fait pour les entreprises aujourd'hui. Je vais vous présenter nos différents panélistes. On a un panel formidable. Je commence par Nathalie, qui est tout à ma droite. Nathalie Chussot, qui est économiste, qui est invitée du Cercle des économistes, qui enseigne l'économie à l'Université de Lille et à Sciences Po Lille. Et elle aura dans quelques secondes la responsabilité de cadrer notre débat. Juste à côté d'elle, Sophie Chassa, qui est senior vice-présidente d'Accuracy. Accuracy, c'est un cabinet international de conseil stratégique pour les entreprises. Vous êtes aussi autrice d'un livre que je cite parce qu'il s'appelle Élan Vital et qu'il n'est pas complètement sans lien avec le sujet qui va nous occuper, puisqu'il est consacré aux impulsions, aux dynamiques qui font avancer les individus et les collectifs humains. Voilà une belle promesse et on a envie d'en savoir plus. À côté de vous, Céline Brucker, directrice générale de L'Oréal depuis 2023. L'Oréal, c'est une entreprise très engagée qui a été très pionnière. L'Oréal France, pardon, excusez-moi, vous avez raison. L'Oréal France. C'est déjà pas mal. Vous avez une carrière aussi assez longue chez L'Oréal. Vous avez été aux États-Unis. Vous avez donc aussi vu différentes sensibilités culturelles. J'allais dire, c'est aussi intéressant de regarder ça au prisme d'autres sociétés. Et je le disais, L'Oréal a été aussi pionnière à sa manière, en matière d'engagement, de parité, de diversité, surtout d'engagement aussi environnementaux. Et donc, c'est très intéressant d'entendre aujourd'hui la vision de L'Oréal, de son engagement dans la société. À côté de vous, Pierre Ferracci, qui est un habitué des rencontres d'Aix, qui est président du groupe Alpha, fondateur aussi du groupe Alpha. Alpha, c'est 900 personnes spécialisées vraiment dans le conseil, dans l'expertise, dans l'accompagnement des entreprises, mais aussi des partenaires sociaux, des comités économiques et socio-économiques des entreprises. Pierre, vous avez une connaissance très fine, j'allais dire, du monde social, des rapports aussi de force sociaux au sein de l'entreprise. Et vous pensez en plus, on en reparlera dans quelques instants, mais que l'entreprise peut représenter une forme d'exemple peut-être dans le monde tourmenté que nous vivons. À côté de vous, Stéphane Dedeillan, qui est président du directoire de la Banque Postale depuis 2023. Il est directeur général adjoint du groupe La Poste. Et bien évidemment, c'est intéressant parce que là, on a affaire à un acteur public qui a aussi des missions très spécifiques, j'allais dire un peu inscrits dans sa raison d'être, dans le rapport à la société. Et on est aussi curieux de vous entendre sur le sujet qui va nous occuper aujourd'hui. Et puis, juste à côté de moi, Maya Noël, qui est directrice générale de France Digital. France Digital, c'est le premier collectif de start-up et d'investisseurs en Europe. Voilà, c'est près de 2000 adhérents. Et vous militez vous-même de longue date sur les questions de parité, de diversité. Et donc là encore, c'est une façon aussi de prendre toute sa part dans les débats de société et dans le débat public qui va nous occuper aujourd'hui sur la responsabilité des entreprises. Nathalie, c'est à toi pour quelques mots de cadrage de débat et ensuite on lance la discussion. Je précise que vous aurez aussi le droit d'intervenir, d'interroger nos invités et voilà, surtout profitez-en, c'est une chance que vous avez. On n'a pas tous les jours voilà, c'est cette belle brochette de responsables et voilà, qui est accessible pour vous.
Et donc c'est important aussi, y compris pour eux d'ailleurs, je pense qu'ils vous entendent et que vous puissiez, dans cette période-là, poser des questions. Nathalie, c'est à toi. Merci Vincent. Alors, force est de constater que nos sociétés sont soumises à des transformations majeures. On a beaucoup parlé de transition écologique et énergétique avec la décarbonation à l'horizon 2050, la révolution digitale avec le développement de la robotisation et de l'intelligence artificielle, en particulier générative, le choc démographique avec l'allongement de l'espérance de vie et simultanément la baisse de la natalité, et puis les crises sanitaires et géopolitiques qui ont notamment entraîné la relocalisation des chaînes de valeur et la réindustrialisation de l'économie, et aussi les crises institutionnelles et politiques telles que nous la connaissons, telles que notre pays la connaît aujourd'hui, à la veille d'un second tour des élections législatives dont le résultat demeure incertain et qui correspond à l'émergence d'une fragmentation claire au sein de la société. Alors, comme je viens de le dire, ces transformations majeures, elles génèrent des incertitudes que je qualifierais de radicales, tant pour les salariés que pour les entreprises. Comment les métiers vont-ils être impactés? Comment adapter les compétences tout au long de la vie? Comment accompagner la transition écologique? Comment s'adapter à ces transformations en ne laissant personne au bord du chemin? Les jeunes, les seniors, les peu qualifiés, les minorités issues de la diversité, etc. Quelles sont les conséquences économiques et je dirais également sociétales après les élections? Et concrètement, ce que l'on observe, c'est que ces incertitudes, elles viennent renforcer les inquiétudes des salariés et elles génèrent un certain nombre d'aspirations de leur part, aspirations que je qualifierais de demandes sociales à l'égard des entreprises. Leur quête de sens au travail, la nécessité d'adapter leurs compétences via la formation professionnelle, la recherche d'une meilleure reconnaissance et d'une meilleure rémunération du travail, la nécessité de développer des comportements vertueux face au changement climatique et d'avoir davantage d'inclusion sociale. Le besoin de démocratie sociale également face à une société de plus en plus fragmentée. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce contexte, face à ces incertitudes radicales, l'entreprise continue à apparaître comme un lieu de socialisation et d'échange où l'on passe bien évidemment une grande partie de son temps et qui maintient une certaine stabilité et constitue donc un environnement relativement rassurant, sécurisant, particulièrement dans le contexte actuel. Concrètement, les Français, par exemple, ont majoritairement confiance dans les entreprises, qu'elles soient d'ailleurs grandes ou petites, et privées ou publiques. Et pour le moment, clairement, les entreprises restent à l'écart d'un certain nombre de débordements qu'on a pu observer ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Alors, la question est la suivante. Les entreprises sont-elles en mesure de répondre à ce que j'ai appelé ces demandes sociales? Comment peut-on concilier un projet commun avec les aspirations de chacune et chacun? Quelle stratégie mettre en œuvre pour y répondre? Quelle gouvernance et quelle politique managériale? Comment concilier ces demandes tout en maintenant le cap de l'efficacité et de la productivité? Et finalement, ont-elles intérêt à le faire, ces entreprises? Alors, quid également du dialogue entre les partenaires sociaux comme moyen potentiel de répondre à ces demandes? Est-ce qu'il faut aller vers un nouveau modèle de gouvernance? Et enfin, pour reprendre la citation de Philippe Val ce matin, est-ce le moment d'aller vers un capitalisme plus patient et moins avide? Merci. Merci Nathalie. On va essayer de répondre à ces questions. Elles sont un peu vertigineuses pour certaines d'entre elles. On va commencer avec vous, Sophie Chassin. Vous avez publié une tribune dans Les Échos. Et on commence aussi par vous, aussi à cause de la tonalité de cette tribune. Si je résume ou je cite, vous dites que face au choc de la dissolution, à la perspective possible d'avoir un parti extrême au gouvernement, vous pensez que les dirigeants ont un rôle à jouer dans cette période-là, qu'il faut aller plus loin que ce qu'ils font. On s'interrogera d'ailleurs si on ne demande pas trop aux entreprises, mais vous pensez ça.
Et vous dites, au fond, il y a une possibilité de renforcer des modèles d'intérêt commun. Je suis curieux de savoir ce que c'est, effectivement, ces modèles d'intérêt commun, ce qui fabrique, en fait, du lien et de la société au sein de l'entreprise. Et vous dites, en fait, c'est tout à fait possible aujourd'hui. L'entreprise est capable, elle a les moyens de faire ça. Expliquez-nous. Oui, alors c'est quand même cruellement ironique le sujet de notre échange, parce qu'on vit actuellement l'exact opposé, non pas le passage de l'individualisme à l'intérêt général, mais le chemin inverse. Exactement. Le chacun pour soi, qui est un chacun contre l'autre. Vous l'avez rappelé, hein, c'est le spectacle que nous offrent ces élections législatives, une société de confrontation, de clivage, de guerre des intérêts. Et ma conviction, c'est en effet que contrairement au monde politique, le monde économique fait actuellement la preuve, et notamment face aux enjeux de la transition, d'une capacité à articuler des intérêts différents. On voit en effet de plus en plus d'entreprises qui proposent des innovations en termes de modèles d'affaires, de modèles de gouvernance, qui sont des modèles d'intérêt commun. Parce que l'enjeu, c'est moins celui du passage d'une catégorie d'intérêt à une autre que celui de la combinaison d'intérêts divergents. C'est ça, faire société. Ça fonctionne quand il y a une synthèse des intérêts, intérêts privés, intérêts des parties prenantes, intérêts généraux. Peut-être quelques exemples pour rendre les choses concrètes et illustrer ces modèles d'intérêts partagés. Quand on choisit d'évoluer d'un modèle de croissance par le volume à un modèle de croissance par la valeur, on prend une décision radicale. C'est le choix qu'a fait Nexans, spécialiste des câbles électriques, qui a choisi de renoncer à vendre toujours plus de produits à toujours plus de monde pour créer de la valeur à 3 niveaux. Économique, en se concentrant sur des produits et des clients les plus profitables. Environnemental, en se repositionnant comme leader de la transition énergétique via l'électrification du monde. Et engagement des collaborateurs en rénovant profondément son pacte social. Résultat, un catalogue produit divisé par 3, 4 fois moins de clients, mais parallèlement des ratios économiques qui ont doublé, voire triplé, des objectifs ambitieux de décarbonation qui ont été atteints et un turnover devenu quasi nul. Quand on choisit... C'est pas de la décroissance en même temps, c'est ça qui est intéressant. Non, exactement. C'est tout à fait. C'est de la croissance autrement. Exactement. Autre exemple, quand on choisit de commercialiser non pas des produits, mais leur usage, ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, on modifie en profondeur son modèle d'affaires. Au lieu de vendre, on loue. Donc, par exemple, le client paie pour un forfait mensuel qui lui permet d'utiliser un catalogue de produits. C'est une expérimentation qu'avait menée Decathlon en Belgique avec un programme qui s'appelait WePlay Circular. Résultat, des offres 3 à 6 fois moins chères pour les clients, une profitabilité pour l'entreprise de plus 30%, une empreinte carbone divisée par 15, le passage de l'économie linéaire à l'économie circulaire. Un dernier exemple sur les modèles de gouvernance. Quand on choisit... Je vous interromps juste une seconde parce que c'est vraiment intéressant, l'économie de la fonctionnalité. C'est quelque chose aussi que pousse par exemple Fabrice Bonifay chez Bouygues ou voilà, d'autres gens comme ça qui ont théorisé ça. On n'est plus propriétaire, on loue et ça crée non seulement de la valeur, mais évidemment ça a un impact environnemental extrêmement fort, mais c'est vraiment... on renverse la table, hein. On passe vraiment d'un modèle à un autre. Oui, parce qu'on contribue en fait à modifier les habitudes profondes, sociétales, de consommation, et donc on transforme en effet radicalement, non pas simplement son propre modèle d'affaires, mais le modèle de la société tout entière. Exactement. Et donc sur ce dernier exemple que je voulais donner et sur lequel je crois Pierre Ferracci rebondira, quand on adopte le modèle de la fondation actionnaire, c'est-à-dire un modèle où c'est une fondation qui est actionnaire de l'entreprise, même chose, on rénove en profondeur son modèle de gouvernance. Comme n'importe quel actionnaire, une fondation elle a intérêt à la performance économique de l'entreprise, parce que les dividendes qui vont remonter vont lui permettre de financer ses projets d'intérêt général. C'est un modèle qui est extrêmement répandu dans les pays nordiques. Ikea, Velux, Lego, par exemple, ont des fondations actionnaires. Lego a une fondation qui est actionnaire à 25%. Ça veut dire que 25% des dividendes vont à des programmes d'éducation au Danemark. Donc vous voyez, en fait, dans ces 3 exemples, on a une logique d'alignement des intérêts. C'est des modèles où il y a une convergence entre intérêt privé, intérêt social, intérêt environnemental et intérêt collectif. Et peut-être, juste pour rebondir sur ce par quoi vous avez commencé, Vincent, à la veille d'une élection majeure qui va ouvrir un champ d'incertitude absolument vertigineux, et face à la tentation du repli sur son intérêt exclusif,
Tentation qui, soyons clairs, gagne aussi le monde économique en ce moment. On le voit avec la réaction anti-ESG qui monte, on le voit avec aussi une certaine forme de brutalisation du monde des affaires dans un contexte difficile et contraint. Oui, je crois que les dirigeants et les entreprises ont un rôle propre à jouer, une responsabilité capitale qui est de prouver à leur échelle, en acte, que l'émergence de modèles d'intérêt commun est encore possible. S'il y a bien une responsabilité qu'on peut qualifier de politique des entreprises, c'est celle-ci, innover durablement dans l'invention de modèles d'intérêt commun. Merci Sophie Chassin. Voilà, vous incitez chacun à aller plus loin en fait dans cette période, c'est ça qui est tout à fait passionnant. Et je suis curieux de savoir comment Cécile Bruckner va réagir aussi à vos propos. Et voilà, vous dirigez L'Oréal France, je le disais tout à l'heure, et c'est une entreprise aussi qui a été pionnière à sa manière. Une entreprise, c'est aussi une micro-société. Et voilà, comment vous voyez évoluer cette micro-société dans un paysage aussi instable, aussi difficile, aussi clivant, aussi toxique, j'allais dire par moment, que celui que nous connaissons? Alors, je pense qu'effectivement, tout leader maintenant, on a toujours pris conscience, mais plus que jamais, on doit l'affirmer, qu'on a une responsabilité sociale. Et effectivement, on a une responsabilité sociale envers nos collaborateurs, parce que comme vous le dites, nos entreprises sont des micro-sociétés et on a une responsabilité envers le reste de la société, nos consommateurs, nos partenaires distributeurs. Et à travers les engagements et les trajectoires qu'on prend, on peut avoir un impact sur la société. Je pense que plus que jamais, c'est important de le faire savoir. Donc, pour revenir sur votre question sur nos collaborateurs, c'est certain qu'on a besoin plus que jamais de les engager, de répondre à leurs attentes, leurs attentes de sens, d'être plus inclusif que jamais, inclusif sur un plan intergénérationnel, inclusif en termes d'handicap, inclusif en termes d'origine sociale et vraiment, de genre même. Et de genre, absolument. Tout à fait spécifique chez L'Oréal là-dessus. Et de façon très concrète. Sur l'équilibre homme-femme, on est la première entreprise reconnue en France et on est 9e mondial sur l'équilibre homme-femme. Sur le handicap, on a maintenant 6% de nos collaborateurs qui ont une déclaration RQTH et dans certaines de nos usines, c'est 10%. Et honnêtement, c'est ce que la loi demande et la moyenne française est à 3%. Donc, et franchement, moi, j'ai à cœur d'aller beaucoup plus loin que ça. C'est très important. Sur un plan intergénérationnel, on a un immense enjeu aussi, évidemment, parce que plus que jamais, avec le rythme technologique, il faut veiller à ce que personne ne décroche. C'est ça aussi l'inclusion, c'est aussi intergénérationnel. Donc comment est-ce qu'on forme, on forme 80% de nos collaborateurs de plus de 50 ans chaque année pour vraiment veiller à ce qu'ils soient toujours in the game. Et puis, on est toujours très, très à l'écoute aussi des ways of working, des attentes des collaborateurs quant à leur qualité de vie et donc avec des capacités de mettre en place des mesures très simples. Voilà, on a décidé, par exemple, de ne plus avoir de réunion le lundi matin pour vraiment laisser aux collaborateurs leur week-end tranquille sans avoir le Sunday blues, le stress du dimanche soir et de pouvoir vraiment le lundi matin lire leurs mails, préparer leur semaine, etc. Donc ça, c'est vraiment des choses très concrètes pour nos collaborateurs et la micro-société et faire société au sein de notre entreprise. Mais au-delà de ça, nous, l'enjeu, c'est évidemment aussi d'être impactant envers la société au sens large. Et c'est vrai qu'à travers, on sait que la transition environnementale est un enjeu clé et les entreprises sont des acteurs majeurs. Il faut qu'on le fasse peut-être plus savoir d'ailleurs. Et c'est vrai que sur cette trajectoire environnementale, c'est une conviction profonde. Et peut-être le point sur lequel la situation actuelle nous appelle à veiller, c'est à bien, en tout cas moi c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est de veiller à l'équilibre entre le pouvoir d'achat et la transition environnementale. On ne peut pas opposer ces deux objectifs-là. Plus que jamais, je pense qu'il est clé de les réunir. Et on le voit d'ailleurs sur des choses très concrètes. Quand on lance des éco-recharges, par exemple, on voit en échangeant et en écoutant nos consommateurs que c'est presque plus important qu'elles soient économiques qu'écologiques. Et en l'occurrence, moi je veille à ce qu'elles soient les deux. Donc pour vraiment éviter qu'on ait une partie de la population qui décroche par rapport à un enjeu très louable et très long terme et qu'on doit mener en tant qu'entreprise, mais on ne peut pas priver certains consommateurs pour qui cette problématique est trop éloignée. Donc vraiment, typiquement, quelque chose, réconcilier des objectifs qui peuvent paraître contradictoires. Veiller à ce que les choses soient économiques et écologiques, c'est vraiment quelque chose, je pense, auquel on doit veiller. On doit aussi veiller
à l'inclusion. On a fait des partenariats avec Emmaüs notamment pour vraiment s'assurer que, voilà, on a ouvert 4 espaces solidarité avec eux, vraiment pouvoir faire à travers des stratégies de dons qui sont donc offerts dans ces espaces, des accès à des soins socio-esthétiques. C'est incroyablement puissant de voir l'impact que ça a pour redonner confiance, redonner de la dignité aux gens. Donc voilà quelques exemples d'impact de l'entreprise sur la société qui me semble très important. Cécile Bruckner, voilà, j'entends tout ce que vous faites et on imagine bien que ça a du poids. Enfin, c'est des choses concrètes. Il y a une histoire, il y a un track record sur ces sujets-là. Donc, mais vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose d'un peu vertigineux quand même quand on voit que les difficultés du politique à faire société et que du coup, on demande beaucoup aux entreprises aujourd'hui. Est-ce que cette pression, d'une certaine manière, qui pèse aujourd'hui sur les entreprises dans un moment un peu vertigineux comme ça, est-ce que l'entreprise peut répondre à toutes ces demandes finalement? Est-ce qu'on ne va pas être extrêmement exigeant à l'égard des entreprises, leur en demander peut-être un peu trop, un peu plus que ce qu'elles peuvent fournir, en leur demandant de faire des choses qu'on ne sait plus faire autrement et qu'on faisait avant, parce que la politique fabriquait du lien, les partenaires sociaux fabriquaient du lien. Voilà, tout ce monde-là est quand même un peu en crise. Est-ce que c'est pas trop lourd pour les entreprises? Je crois que c'est notre enjeu. On doit le faire savoir ce qu'on fait réellement. Je pense qu'il faut aussi rester humble, mais aussi très concret sur ce qu'on fait. Typiquement sur l'emploi, je pense que c'est très important de faire connaître l'impact de l'entreprise privée en termes d'emploi. L'Oréal, en France, on emploie 15 000 collaborateurs. Mais quand on regarde sur l'emploi direct et indirect, c'est 94 000 emplois qu'on déploie. Donc c'est très conséquent. Donc faire savoir ce genre de choses, ça aide aussi à comprendre les enjeux économiques et le rôle de l'entreprise dans la société, parce que c'est aussi très protecteur. Et ça fait bouger les lignes sur la stratégie environnementale. On fait bouger les lignes. Donc, je pense qu'il faut rester absolument ambitieux dans le contexte actuel. Plus que jamais, il faut continuer à rester sur nos valeurs, à persévérer dans cet effort, parce que c'est une mission que nous devons avoir au service de la société. Il y a un enjeu, je pense, d'être plus pédagogique, d'être à l'écoute, et d'expliquer et de faire savoir ce qu'on fait avec les politiques, avec le grand public, et puis d'être à l'écoute aussi de ce que tout cela révèle aussi, bien entendu, et de veiller, voilà, à certains segments de la population qui peuvent avoir une compréhension différente. Pierre Ferracci, vous connaissez sans doute comme personne ici. L'entreprise, c'est pas un lieu bisounours non plus. C'est un lieu aussi de rapport de force. C'est aussi un lieu de conflit parfois. Vous conseillez aussi les partenaires sociaux. Vous avez une connaissance du dialogue social, des parties prenantes, comme on dit aujourd'hui, de l'entreprise. Si je jette un petit coup d'œil, François Omril, malheureusement, n'est pas dans notre panel. Il est souffrant. Mais on voit que dans cette période-là, elle a agité aussi les partenaires sociaux et qu'ils ont eu des stratégies différentes et en même temps assez nouvelles. La CGT et FSU ont appelé à voter Nouveau Front Populaire. La CFDT a appelé à faire barrage à l'extrême droite. Et FO et la CGC, fidèles à leur tradition finalement, ont préféré ne pas intervenir dans le débat public. Voilà, on a un contexte quand même aussi qui est historique aussi pour les partenaires sociaux. Je suis très curieux de savoir comment vous voyez la période et comment, parce que je sais que vous pensez ça aussi, comment l'entreprise peut jouer une force de rappel dans cette situation très tendue. Bonjour à tous. Bon, la question de l'intérêt général, normalement c'est l'État qui est le garant de l'intérêt général et donc le pouvoir politique. Mais moi je suis persuadé depuis longtemps que l'entreprise doit jouer un rôle pour atteindre des objectifs qui sont des objectifs d'intérêt général et qu'on a dépassé depuis longtemps l'approche de Milton Friedman, là, il y a un demi-siècle, qui disait que l'obsession d'une entreprise, le seul enjeu pour l'entreprise, c'était de faire du profit, donc de satisfaire les actionnaires. On l'a dépassé, pas tout à fait et pas partout, mais en tout cas on voit bien aujourd'hui avec l'approche des questions environnementales, mais aussi avec le traitement des questions sociales, qu'une entreprise, c'est d'abord un lieu de parties prenantes qui n'ont pas tout à fait les mêmes intérêts. Moi, je n'ai jamais pensé que actionnaires et salariés ou clients actionnaires et salariés avaient exactement les mêmes intérêts, mais que c'est un lieu où doivent converger les intérêts des uns et des autres. Et c'est un lieu où s'établissent des compromis, apparemment plus facilement que dans le domaine politique. C'est un lieu où la négociation collective a du sens.
C'est-à-dire que quand il faut articuler, ce qui n'est pas le plus facile, des enjeux environnementaux, il faut protéger la planète mieux qu'on ne l'a fait depuis 30 ans ou 50 ans. Il y a la transition sociale qui doit accompagner ces enjeux environnementaux, mais aussi l'arrivée de l'IA. Il faut qu'on ne laisse personne au bord de la route, et on en laisse beaucoup aujourd'hui. Il faut avoir la lucidité de penser que la transition environnementale aujourd'hui, elle crée des inégalités supplémentaires au niveau de la planète et parfois au niveau de la société. Puis il y a des enjeux économiques aussi, parce qu'il faut, tout ça va coûter très cher, et il faut que l'économie se porte bien. Donc le profit n'est pas non plus tabou, ce n'est pas quelque chose qu'il faut rejeter, mais il faut savoir à quoi il va servir. Alors en quoi l'entreprise peut être utile aux politiques pour essayer de mieux faire coïncider l'intérêt général et l'intérêt de ceux qui font la société. Moi je verrais 3 ou 4 éléments. D'abord en termes de, je viens de le dire, en termes d'articulation d'enjeux un peu contradictoires, la capacité à gérer des compromis. Un compromis, ce n'est pas une compromission, ce n'est pas un consensus mou, c'est simplement des acteurs qui font un pas l'un vers l'autre pour trouver le meilleur équilibre à un moment clé de la vie de l'entreprise ou de la vie de la société. Bon, ça, je pense que l'entreprise est bien placée pour dire que ça peut marcher. Pierre Ferracci, c'est quelque chose la politique n'arrive plus à faire depuis très longtemps. On n'a pas du tout la culture en tout cas, en ce moment, elle y arrive. Et vous pensez que l'entreprise, pour le coup, a le savoir-faire et les modalités il y a aussi des pour construire du compromis et même, j'allais dire, créer une mentalité de compromis. Il y a une dimension culturelle dans le sujet. Alors après, il y a aussi des dérapages en entreprise. Hein. Le pouvoir trop vertical n'est pas l'apanage des politiques, pour faire référence à quelques enjeux récents. Mais je pense qu'un chef d'entreprise... Chacun comprendra. Un chef d'entreprise doit à la fois allier cette forme de verticalité, il y a une hiérarchie, il faut de temps en temps donner un cap et parfois l'imposer, même quand il ne fait pas totalement consensus. Mais il y a aussi une gouvernance un peu plus horizontale. Et ça, c'est le deuxième point. Je pense que les entreprises peuvent montrer que la gouvernance aujourd'hui doit être partagée. Il y a des pays où la démocratie sociale pèse plus lourd que chez nous, où elle est sans être l'équivalent de la démocratie politique. Le peuple a toujours raison à la fin, hein. Enfin, a toujours raison. En tout cas, il tranche. Il peut trancher dans un sens qui n'est pas toujours favorable, on l'a vu tout au long de l'histoire, mais en tout cas la démocratie sociale a un poids qu'elle n'a pas chez nous. Donc il y a un enjeu pour le pouvoir politique de bien réfléchir à ces questions-là. Quel est le périmètre des partenaires sociaux dans l'entreprise ou en dehors de l'entreprise, dans les branches, dans l'interprofessionnalité? Je pense qu'il y a un peu de chemin à faire de ce côté-là, et un chef d'entreprise qui fait bien son boulot, il y en a beaucoup qui le font aujourd'hui, il respecte les partenaires sociaux, il respecte les organisations syndicales, il respecte le paritarisme. Il respecte cette forme de dialogue social qui débouche sur des compromis intelligents. Ce n'est pas toujours facile, et quand il faut que chacun fasse un pas vers l'autre, il faut parfois tordre le cou à quelques obstacles qui ne sont pas évidents. Donc sur le terrain de la gouvernance, je pense que l'entreprise peut montrer un petit peu le chemin. Il y a un troisième élément où l'entreprise peut monter le chemin, c'est le partage de la valeur. Moi, je pense que la mère de toutes les batailles au niveau de la planète, c'est la lutte contre la pauvreté et les inégalités. Et que l'économie doit être au service de ça, et que la protection de la planète aussi doit accompagner tout ça, parce que croire qu'on va réduire les inégalités avec une planète qui se porte moins bien, c'est une hérésie également. Mais la lutte contre les inégalités est pour moi la mère de toutes les batailles dans les entreprises, comme au niveau de la société, au niveau du système politique. Bon, là-dessus, le partage de la valeur, il se fait beaucoup dans l'entreprise. Bien sûr que les États joue un rôle dans la redistribution. Mais le partage entre salaire et profit, le partage du profit par exemple, c'est quelque chose qui est assez fondamental. Et pour reprendre ce que disait Sophie, il y a parfois des transformations actionnariales qui vont aussi dans ce sens-là. Partager la valeur, ce n'est pas seulement la partager dans l'entreprise, c'est la partager avec ceux qui, en dehors de l'entreprise, sont ceux qui sont en difficulté, qui ont mal été servis par l'éducation nationale, mal été servis par la formation professionnelle. Et moi, je pense que l'entreprise peut rattraper des coûts de ce type. J'en profite pour dire d'ailleurs que le groupe Alpha apportera 25% de son capital à une fondation l'an prochain. Et cette fondation s'intéressera aux inégalités sur le terrain de l'éducation, et notamment l'éducation des tout-petits, parce que c'est là que se créent les handicaps qu'on a du mal ensuite à rattraper tout au long de la vie en société. Et puis, il y a un autre élément sur lequel je pense que l'entreprise a un rôle à jouer. Moi, j'étais un peu dubitatif, Jean-Dominique Sénard qui parlait à côté tout à l'heure le sait, sur les enjeux de raison d'être et tout. Pas parce que la démarche de la raison d'être, je la comprends, parce que je pense que par définition, une entreprise doit savoir affirmer son ADN et son identité. C'est même un objectif permanent et essentiel pour elle. Donc j'avais l'impression que la raison d'être, ça en rajoutait une couche qui n'était pas forcément très utile. Finalement, ça l'est, parce que ça permet tout au long de la vie d'une entreprise, de regarder comment son positionnement, son ADN, son identité évolue. La question de l'identité, elle est centrale aussi au niveau d'une société, elle est centrale pour les politiques.
Et moi, j'en ai marre de voir que ces questions d'identité sont accaparées par ceux dont je n'ai pas envie forcément qu'ils soient majoritaires demain dans les urnes. L'identité, c'est quelque chose de profond, de radical, qui doit faire en sorte que les individus fassent société. Et l'identité, c'est le regard qu'on porte sur l'immigration. On en a besoin pour développer l'économie. C'est le regard qu'on porte sur les inégalités. L'entreprise doit jouer un rôle clé là-dessus. C'est une façon de faire démocratie dans l'entreprise, d'avoir une gouvernance plus partagée. Donc l'identité d'une entreprise, elle doit aller aussi dans le sens de l'intérêt général, sans oublier les parties prenantes que sont les salariés, les actionnaires, les clients. Bien entendu, il faut que chacun s'y retrouve. Mais pour que chacun s'y retrouve, il faut, pas nier que les intérêts sont parfois divergents et avoir cette capacité à établir des compromis puissants qui font que l'entreprise continue à avancer, à croître intelligemment en tenant compte des enjeux de la planète aujourd'hui, mais à croître quand même, parce que le financement de tout ça, je le disais, ça va coûter cher. Et le fait que ça coûte cher, ça nécessite qu'on ait une économie puissante et qui porte aussi ces intérêts-là, et pas seulement ceux de ses actionnaires, de ses salariés ou de ses clients. Et dernier point, je terminerai là-dessus, la difficulté de trouver une bonne articulation de ces enjeux environnementaux, économiques et sociaux, c'est aussi que les terrains de décision sont très nombreux. Il y a des choses que l'Europe décide, il y a des choses que la nation, l'État décide. Parfois, ils se mêlent un peu trop, d'ailleurs, de la vie de l'entreprise, pour le meilleur ou pour le pire. Je ne suis pas de ceux qui trouvent que les ordonnances ont révolutionné le dialogue social et ont amélioré le développement de la négociation d'entreprise. Pour qu'il y ait une négociation et un dialogue équilibré, il faut déjà que les parties soient aussi équilibrées. Ce n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Mais le fait qu'il y ait des lieux de décision très différents rend les choses très compliquées. Moi, je n'ai pas de problème pour que l'Europe soit contraignante sur le plan des enjeux écologiques. J'aimerais qu'elle le soit tout autant sur certains enjeux sociaux. Et j'aimerais qu'elle soit aussi consciente que de temps en temps, l'économie, pour la marier avec ses enjeux sociaux et ses enjeux environnementaux, ce n'est pas aussi simple que ça. Et donc le triptyque économique, social, environnemental, c'est l'affaire de tous les niveaux de décision. Et à certains endroits, peut-être qu'on en voit un plutôt que les deux autres, ou on en voit deux plutôt que le troisième. Et comme les entreprises sont un peu déséquilibrées dans les rapports de force que vous évoquiez, je pense que le social doit être la clé de tout. L'économie et la protection de la planète doivent permettre aux gens demain de mieux vivre sur la planète, dans les sociétés et dans leurs entreprises. Pierre Ferracci, comme François Omril n'est pas là, je vais quand même... Je ne vais pas jouer les syndicalistes de service. Non, bien sûr, mais je rebondis quand même sur une partie, sur votre troisième point, je crois, qui était sur les acteurs en fait, du dialogue social au sein de l'entreprise. Si on se dit quand même aussi des choses, les syndicats, ils sont aussi travaillés parce qu'on a évoqué précédemment, c'est-à-dire les tiraillements de la société, les phénomènes de colère, d'identité parfois. Il n'y a pas de raison d'ailleurs qu'ils soient. Ils sont bien dans la société, donc ils sont aussi partagés là-dessus. Est-ce qu'on a dans ce schéma, j'allais dire presque un peu idéal, de culture de compromis, de construction de compromis au sein de l'entreprise, est-ce qu'on a des partenaires sociaux qui sont prêts à ça aujourd'hui, qui ne sont pas en train de se polariser à leur tour, de se radicaliser aussi, et qui sont en étant aussi présents dans le débat politique. Finalement, on a vu que la CGT a présenté aussi des candidats à cette élection présidentielle, à cette législative, pardonnez-moi. Et ça aussi, c'était un phénomène nouveau. Est-ce qu'on a des partenaires sociaux qui sont prêts à cet intérêt général et à construire des compromis au sein des entreprises ? On pourrait se poser la même question pour le patronat, mon cher. Oui, mais j'ai l'impression que vous l'aviez un peu traité. Oui. Non, mais je pense que pour revenir d'ailleurs aux consignes de vote des uns et des autres, elles sont différentes parce que l'histoire et leur rapport aux salariés et aux syndiqués est différente. Leur relation au parti politique aussi est différente. Quand on regarde bien, l'ensemble des syndicats portent des valeurs qui doivent normalement s'exprimer dans l'urne d'une certaine façon, et qui doivent éviter qu'elle s'exprime d'une façon qui est contradictoire avec ses valeurs. Mais il y en a qui appellent à voter tel parti, il y en a qui appellent à voter contre tel parti, il y en a qui ne donnent pas de consigne de vote. Mais je pense qu'ils sont un peu plus unis qu'ils ne l'étaient il y a quelque temps. Et moi, j'ai toujours été un petit peu perturbé par cette opposition réformiste, protestataire. Oui, il y a de grands courants dans le mouvement syndical français, mais je pense que tout le mouvement syndical est conscient qu'à l'arrivée, il faut négocier, établir des compromis. Moi, je cite souvent une statistique de la Direction générale du travail qui n'a pas changé depuis les ordonnances.
La CGT signe à plus de 80% les accords d'entreprise là où elle est présente, et la CFDT un peu plus de 90%. Et les autres sont au milieu entre les deux. Soit on retient les 10% d'écart entre celui qui signe le plus et celui qui signe le mien, soit on se dit que même celui qui signe le mien, il signe beaucoup. Et moi, je pense que le compromis est naturel pour les syndicats. Après, il y a les bons et les moins bons compromis, et ça dépend beaucoup du rapport de force dans l'entreprise. Ça dépend aussi beaucoup des dirigeants. C'est pour ça que je dis l'interpellation qu'on fait du côté des syndicats, il faut aussi la faire du côté du patronat. Il y a des partisans du dialogue et de la négociation, il y en a qui sont un peu plus verticaux, comme certains de nos politiques, et qui ignorent parfois les syndicats. Je pense qu'ils ont tous conscience aujourd'hui que si on ne respecte pas les syndicats, on a les gilets jaunes dans la rue, pour le meilleur et pour le pire, et moi je respecte ce qu'exprimaient les gilets jaunes, puis on a des bulletins dans l'urne qui font un petit peu désordre aujourd'hui dans la société. Donc il faut trouver la voie de la bonne relation entre dirigeants d'entreprise et syndicats, et aussi entre actionnaires et salariés. Eh bien, on a un dirigeant d'entreprise à côté de vous, Pierre Ferracci, c'est Stéphane Dedeilhan, qui est président du directoire de la Banque Postale. Et Stéphane, vous pensez-vous aussi en fait qu'il faut trouver les moyens d'associer plus directement les salariés à la construction de l'intérêt général de l'entreprise? Expliquez-nous. Oui. Bah oui, et d'ailleurs ça m'amène à commencer mon propos avec quelque chose qui peut être un peu choquant, mais c'est que pour moi, il n'y a pas d'intérêt général sans individualisme. D'abord, voilà un paradoxe. Voilà, expliquez-nous. En fait, si l'entreprise ne se préoccupe pas de son intérêt économique, à ce moment-là, il n'y a pas de rentabilité, il n'y a pas de pérennité, donc il n'y a aucune capacité à faire une mission et à remplir cette mission dans le temps. Donc ça, c'est la première chose. Mais ça veut dire au fond que la rencontre de l'entreprise avec l'intérêt général, elle se joue au cœur même de son action, au cœur même de son business, et dans une équation de performance qui doit être à la fois profitable et utile. Et au fond, si on veut travailler sur ces enjeux, il faut les traiter différemment selon qu'on porte son regard vers l'extérieur, c'est-à-dire vers les clients, ou vers l'intérieur, vers les collaborateurs. Alors si on commence par la face, c'est un peu les deux faces d'une même pièce. Donc si on commence par la face interne, on est dans une société qui est de plus en plus individualiste. Ça a commencé après le Moyen-Âge, ça s'est accéléré après la Révolution française, et c'est clairement une tendance de fond. Donc à ce moment-là, notre responsabilité de dirigeant, finalement, c'est de puiser dans cet individualisme la performance globale, c'est-à-dire à la fois économique et utile, de nos entreprises. Et au fond, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on ne peut rien construire sans talent. Et la seule chose, c'est que ces talents et ces compétences, il faut les orchestrer, il faut les polariser pour produire un tout qui soit plus grand. Et au fond, c'est le rôle du leadership, et on est au cœur de la mission de tous les patrons qui sont ici à Aix. Et ma conviction, c'est qu'au fond, la meilleure façon de diriger une entreprise, c'est d'impliquer les individus dans la stratégie. Parce que finalement, c'est la meilleure façon de s'assurer qu'ils y croient, qu'ils s'y engagent, en finalement tout simplement répondant à leur volonté d'y contribuer qui va croissante selon les générations. Et c'est possible sans démagogie, ça ? Alors, en fait, là où c'est possible parce que ça nécessite des réglages managériaux. Ce n'est pas uniquement une question, il y a une question d'organisation de la gouvernance, mais c'est une question de posture managériale. Et si vous voulez, si vous vous efforcez en permanence de descendre le niveau de décision au plus près du terrain, si vous faites tout et vous incitez en permanence vos équipes à être plutôt en soutien des initiatives des collaborateurs qu'en prescription du travail, alors là, vous commencez à faire des choses, des réglages managériaux qui sont tout à fait possibles à faire. Et si vous voulez, nous, à la Banque Postale, par exemple, on a défini nos priorités stratégiques pour répondre à nos grands enjeux économiques. C'est une copie qui a été travaillée à plus de 200 personnes. Et chez CNP Assurance, on a un programme de descente du centre de gravité des décisions au plus près du terrain pour avoir des équipes responsables, autonomes, solidaires au plus près du terrain. Et c'est à l'échelle d'une entreprise internationale de 6000 personnes. Donc je pense qu'il y a tout à fait la possibilité de le faire. Maintenant, si je regarde la face externe des choses, je dirais que la première attente, c'est d'avoir la qualité des services et des biens qu'on propose au juste prix. C'est-à-dire que si on n'est pas au rendez-vous de ça, alors de toute façon, on est audible absolument sur rien. Parce qu'au fond, ce que je suis juste en train de dire, c'est que le client aussi, il est individualiste. Alors ma conviction, c'est que le meilleur bénéfice,
c'est celui qui est partagé. Parce que si les parties prenantes de l'entreprise, c'est-à-dire ses clients, ses fournisseurs, ou même la société et la planète représentées par des associations, des ONG, etc., elles ont la perception que l'entreprise a individualisé la création de valeur au point de la captation à son seul profit, alors à ce moment-là, l'entreprise risque de devenir un actif sans aucune valeur, dont plus personne ne veut, un actif échoué parce que délaissé. Et je crois qu'il ne faut jamais oublier que la valeur de quelque chose, c'est toujours ce que les autres pensent que ça vaut. Hein, c'est par construction. Alors, pour conclure, j'ai commencé en étant un peu provocateur et en disant que sans individualisme, pas d'intérêt général, mais je ne voudrais pas qu'on se trompe de priorité. Hein. La priorité, c'est bien de délivrer l'intérêt général. Et au fond, il ne s'agit pas tant de passer de l'individualisme à l'intérêt général, mais de délivrer l'intérêt général, c'est-à-dire celui qui garantit la valeur sur le long terme. Et finalement, ça interroge la légitimité du leadership. Pour moi, elle ne peut plus être fondée sur le seul exercice de l'autorité. Elle ne peut s'incarner que dans la capacité à proposer un projet collectif où l'intérêt de l'entreprise s'articule avec l'intérêt général, mais où surtout l'intérêt individuel, la capacité à monter en responsabilité, la capacité à inventer des nouvelles façons de faire, comme le disait Sophie, la capacité à prendre l'initiative s'élargissent au sein de l'entreprise. Et c'est pour ça que chaque jour, je m'efforce de privilégier le moyen et le long terme quand tout nous amène sur le court terme, de descendre le centre de gravité des décisions au plus près du terrain, et je le disais tout à l'heure, d'inciter le management à être en soutien des initiatives et pas en prescription du travail. Et puis, au fond, à s'efforcer ou à veiller à un double partage, à la fois un bénéfice partagé, mais aussi un changement partagé. Et au fond, appliquer ces 3 points-là, c'est, je pense, la meilleure façon de garantir qu'on délivre l'intérêt général. Et je pense aussi que c'est sans doute la façon dont les entreprises peuvent répondre à ce qui s'est exprimé dans le pays, qui est que les gens ne se sentent pas considérés, ne se sentent pas écoutés. Et je pense que nous, même si c'est plus exigeant, même si c'est plus difficile, on peut être un îlot de repère et de stabilité et d'implication des gens où on leur redonne des leviers de contrôle sur leur environnement. Et si on arrive à faire ça, ce sera déjà une grande contribution. Merci, c'est vraiment intéressant parce qu'aussi bien le public que le privé, je trouve, on entend quand même une prise de conscience et une volonté de changer quand même un peu le paradigme, vraiment de s'engager dans des voies aussi différentes d'exercice du management de l'entreprise et du dialogue avec les différentes parties prenantes. C'est extrêmement intéressant. Maya Noël, je disais tout à l'heure que voilà, vous êtes directrice générale de France Digital. France Digital, c'est un rassemblement d'entreprises forcément plus jeunes, voilà, avec beaucoup de start-up, des entrepreneurs, un esprit un peu particulier. Est-ce que là aussi c'est posé la question de savoir s'il y avait plus d'individualisme, de collectif? Et bien évidemment, il y a de l'aventure dans l'entrepreneuriat, donc il y a de l'aventure individuelle, mais voilà, est-ce qu'il y a une façon différente de regarder ces sujets-là du côté des entrepreneurs du digital et d'une génération peut-être plus jeune et plus engagée dans une transformation aussi qui a ses propres valeurs, hein. Le digital, c'est aussi porteur de transformation sociétale. Voilà, est-ce qu'il y a une façon, par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'à présent, est-ce qu'il y a une singularité particulière du monde que vous représentez aujourd'hui? C'est vrai que moi, je représente des entreprises relativement jeunes. On a à peu près 20 000 startups en France et la moyenne, c'est 5 ans. Donc voilà, on est au début des aventures et c'est vrai que l'intérêt général, aujourd'hui, fait partie véritablement des moteurs de l'entrepreneuriat. Et entreprendre, c'est une façon de s'engager. Depuis plus de 3 ans, aujourd'hui, avec la BPI, on fait une cartographie des entreprises dites à impact. Donc le mot est un peu galvaudé maintenant, mais qu'est-ce qu'on entend par là? C'est dans des entreprises qui, à travers leur modèle économique, leur business, vont directement avoir un impact en lien avec les objectifs de développement durable fixés par l'ONU. Donc nourrir la planète, mieux guérir, étendre l'enseignement. Et c'est vrai qu'on a aujourd'hui des exemples de start-up aujourd'hui, qui se sont développées et qui ont, je pense, véritablement transformé les usages des modèles économiques pour le bien commun. Je prends l'exemple, par exemple, il y a beaucoup d'entreprises chez nous qui sont dans la santé et qui, quelque part, luttent contre les déserts médicaux à travers des applications qui vont pouvoir suivre les parcours patients à distance. Je pense à des startups comme Open Classroom qui, pendant le Covid, ont permis une continuité dans l'éducation. Donc voilà, je pense que ça fait complètement partie intégrante de plus en plus de la création de ces vocations. Et donc sur ce
paysage de 20 000 startups, on en compte un peu plus de 1000 aujourd'hui, et c'est peut-être le pan de cette économie qui se développe le plus rapidement, parce qu'il est aussi encouragé par des fonds d'investissement qui vont développer toutes leurs thèses d'investissement autour justement de l'impact environnemental et social que vont créer ces entreprises. Donc ça, c'est, on va dire, le moment positif qui va faire en sorte que ces entreprises vont travailler à l'intérêt général, mais en fait, c'est aussi une nécessité. Je pense que c'est une nécessité en matière de compétitivité, parce que dans l'innovation, il faut savoir qu'on fait face à des acteurs, souvent des grands acteurs, des géants internationaux américains, face auxquels on n'a pas forcément les moyens de se battre, notamment des moyens financiers. Et qu'est-ce qu'on fait pour attirer des talents quand on n'a pas les mêmes moyens qu'un Américain? Eh bien, justement, on met en avant la raison d'être et la mission de l'entreprise. On va favoriser des cultures fortes. Effectivement, vous le disiez tout à l'heure, Pierre, le fait de créer une culture, un sentiment d'appartenance et de cultiver des valeurs qui sont alignées avec les salariés font qu'on va pouvoir les attirer avec autre chose que de l'argent et souvent surtout les retenir. Et donc ça, c'est un véritable moteur de compétitivité. Les startups aussi ont cette particularité de véritablement mettre en avant l'actionnariat salarié, d'intéresser leurs salariés, et c'est très important dans leur stratégie de développement. Donc voilà, on a cette forme de nécessité par rapport à la compétition. Et je pense aussi que de plus en plus, il y a la nécessité réglementaire. Donc même si, par exemple, les startups ne sont pas directement concernées par la CSRD, en fait, naturellement, en intégrant une chaîne de valeur de plus grands groupes, en ayant des investisseurs qui, eux aussi, ont leur propre réglementation, se voient imposer des règles. Parfois, c'est très lourd. Parfois, elles croulent sous le poids de ces normes auxquelles il faut se conformer, qui sont parfois un peu contre-productives. Mais néanmoins, c'est aussi une vague sur laquelle elles arrivent à surfer, et on a des entreprises qui vont justement se développer pour se conformer by design à toutes ces nouvelles réglementations, à toutes ces nouvelles nécessités de penser l'intérêt de la société, l'intérêt de l'environnement, penser homme et planète d'abord. Et en fait, c'est quelque part une formidable opportunité. Et le dernier point que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que nous, on a été créé en 2012 avec comme seule valeur de jouer collectif. On a la particularité de réunir à la fois entreprises et fonds d'investissement, dont les intérêts ne sont pas toujours alignés, mais on travaille collectivement. Et en fait, on a vraiment besoin de travailler collectivement parce qu'une start-up, ça reste un tout petit acteur qui veut casser des statu quo. Et on ne peut pas le faire seul. Et donc, on se retrouve, nous, dans notre communauté de start-up, avec des entreprises qui sont concurrentes d'un point de vue business, mais qui vont travailler ensemble pour véritablement faire évoluer les secteurs dans lesquels elles agissent et pour pouvoir transformer effectivement les usages collectivement, parce qu'à l'échelle de l'entreprise, on n'en est pas capable, mais collectivement, on peut y arriver. Collectivement, entre elles, start-up françaises, mais je pense aussi qu'il est important de noter que pour pouvoir grandir, elles ont besoin de clients, nécessairement, de s'ouvrir à des nouveaux marchés, de pouvoir s'intégrer avec des ETI, des grands groupes. Donc on a aussi besoin de travailler collectivement sur l'économie française, mais pas que, parce que la bonne échelle sur laquelle on travaille, c'est aussi l'échelle européenne. Et on a aussi beaucoup, et je pense que c'est un message important dans le contexte actuel, de travailler collectivement et de s'ouvrir aux investisseurs étrangers, de s'ouvrir aux talents étrangers, parce que l'innovation, elle ne se crée pas dans une bulle, l'innovation, elle se fait de manière ouverte. L'innovation, pour qu'elle soit la plus efficace possible, doit être une innovation universelle, qui pour ce faire a besoin de profils très très variés et très inclusifs. Je ne dis pas que les startups aujourd'hui sont des modèles, au contraire, on voit énormément de reproduction sociale, il y a encore un manque de parité, un manque de diversité dans les parcours, mais les entreprises qui réussissent véritablement à innover ont réussi à intégrer dès le départ cette mixité sociale chez elles et ce volet cosmopolite pour pouvoir conquérir l'international. Voilà. Merci à vous, Maya, d'avoir rappelé cette dimension-là qui est importante. Il nous reste, le temps file très très vite. On va prendre 3 questions si vous voulez bien. Je vois déjà 2 mains qui se lèvent. Vous vous présentez en quelques mots. Je vous demande s'il vous plaît d'être très succinct dans vos questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un micro ou est-ce que je vais descendre moi? Alors monsieur, venez ici parce qu'il y a une personne qui lève le... Vous avez le micro, monsieur, allez-y alors. Allô. Merci pour vos présentations. Arsène Yabi, je suis président de la Jeune Chambre économique du pays d'Aix-en-Provence.
Je voudrais aborder une question qui n'a pas été abordée justement. Aujourd'hui, on a quand même des salariés qui ont envie de s'engager sur le territoire. Et la rencontre justement de la mission de l'entreprise et l'intérêt général passe également par l'engagement civique des salariés. Et on remarque clairement que parfois, les deux ne vont pas de pair. Donc ma question est la suivante. Qu'est-ce que vous mettez en place pour accompagner justement vos salariés dans leur envie de s'engager sur le territoire? Je vous remercie. Merci à vous pour cette question. Il y avait une deuxième main qui s'est levée ici, là, au 5e rang. Première question pour les territoires. Il faut que quelqu'un se prépare pour les répondre. Je pense que Stéphane Dedeillan, elle sera pour vous. On va prendre la deuxième question, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Xavier Corva, je dirige une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui s'appelle Ecosphère. Et justement, je trouve qu'il manque ce type d'acteurs autour de la table. Pourquoi? Parce que le modèle de l'entreprise commerciale de l'économie sociale et solidaire, c'est exactement ce que vous avez décrit les uns et les autres en termes de gouvernance, en termes de partage de la valeur créée. Alors ça va plus loin, parce que l'entreprise sociale, elle a pour obligation statutaire d'orienter plus de 50% de ses bénéfices sur la croissance de ses missions plutôt que de les reverser sous forme de dividendes. Donc je vous invite à vous inspirer de ce modèle. Et j'ai une question. On n'a pas évoqué les devoirs. On a évoqué l'individualisme, l'intérêt général, mais pas le déséquilibre qui existe dans notre pays entre les droits et les devoirs. Comment est-ce qu'on peut progresser dans une société qui est gouvernée par la méfiance, le repli sur soi, sans formaliser les devoirs? Les droits sont écrits partout. Les devoirs sont informels, relèvent du bon vouloir ou de croyances philosophiques et spirituelles. Merci à vous. Est-ce qu'il y a un autre bras qui se lève? Il y a un monsieur au fond qui veut poser une question. Venez un peu plus à l'intérieur, monsieur, pour qu'on vous voit. Vous vous présentez en quelques secondes et une bonne question. Oui, bonjour, Xavier de Rennes Bonjour. Club. Une question pour Maya. Je voulais savoir si les valeurs de l'open source étaient une des solutions en fait, pour l'intérêt général en fait, et pour le commun. Voilà, est-ce que l'open source crée du commun? Stéphane, c'est vous qui commencez? Oui, non, mais moi, il y a une solution très très simple sur l'engagement citoyen des collaborateurs, etc., au plus près des territoires, c'est le mécénat de compétences. Donc nous, on encourage nos collaborateurs à prendre des jours de travail pour aller s'engager dans des associations, dans des causes, etc. Et on le prend sur le temps de travail et on l'assume totalement. Ça fait partie d'un accord qu'on a signé et dont on est très fier. L'autre chose sur l'histoire des droits et des devoirs. Alors moi, je vais pas évidemment parler politique, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut faire au sein de l'entreprise? Je pense que dans une entreprise, qu'on le veuille ou non, il y a un contrat social et il est implicite ou explicite. Et finalement, il y a un engagement de l'entreprise et il y a un engagement des collaborateurs à contribuer au projet commun. Et simplement, moi, j'aime bien qu'on clarifie le contrat social dans ces trois dimensions, qui sont d'un côté, quelle est l'autonomie qu'on me donne dans mon travail et la possibilité que j'ai d'être acteur du fonctionnement et de la stratégie de l'entreprise. Deuxièmement, c'est quel est le parcours professionnel qu'on me propose. Et puis troisièmement, c'est quoi les systèmes de reconnaissance. Et il faut qu'on soit très très clair sur chacune de ces choses-là, parce que finalement, ça, c'est les devoirs de l'entreprise envers le collaborateur si on veut qu'il soit engagé. Pierre Ferracci et Céline Bruckner. Non, moi je réponds à l'économie sociale et solidaire. Ça manque peut-être ici, mais ça a pris une place dans l'économie importante. Bon, ça répond à certaines des interrogations qu'on a eues, notamment sur le partage des dividendes. Ça répond pas non plus, mais chacune fait son expérience, comme dans un secteur plus commercial, à la question de la gouvernance plus partagée. Je connais le secteur mutualiste, le secteur de l'économie sociale. Il y a un peu de tout aussi de ce point de vue-là. Moi, je reviens sur ce que disait Stéphane. Il y a aujourd'hui un gros besoin de reconnaissance de la part des salariés. Il y a un gros besoin de dignité, d'ailleurs, qui s'exprime aussi dans la société et dans les entreprises. Bon, il faut que la gouvernance change, y compris parfois dans l'économie sociale. Et la gouvernance, c'est deux choses. C'est le débat sur le terrain avec les salariés pris en compte par le management. Et ça, l'individualisation, si elle est synonyme d'autonomie dans le travail, c'est une bonne chose. Je pense que le travail prescrit qui descend d'en haut, ça a quand même beaucoup de limites. Et deux, donc c'est sur le terrain, écouter un peu plus les salariés et favoriser l'initiative des salariés. Et deuxièmement, dans la gouvernance des entreprises, et là je dépasse le cadre de l'économie sociale et solidaire, mais ça peut la concerner également, il y a 13 pays aujourd'hui en Europe, sur 27, pour être le 14e, ça ferait une majorité absolue, puisqu'on parle de majorité absolue, où le tiers des administrateurs
dans les conseils de surveillance plutôt que dans les conseils d'administration sont des représentants des salariés ou des syndicats. C'est là où les décisions essentielles se prennent. Donc si on associe les salariés là où les décisions se prennent, et pas seulement dans les CSE qui sont tout aussi utiles, là où on commente les décisions, où on les corrige, on fera un grand pas en avant, aussi bien dans l'économie sociale et solidaire que dans l'économie concurrentielle. Alors je suis désolé, je ne suis pas sûr de pouvoir vous passer la parole à l'une et à l'autre. Ou alors Maya, d'un mot, et ensuite ça sera Nathalie qui fera la conclusion. Alors sur le volet open source, je pense que c'est clairement un moyen, pas comme le dit l'adage quelque part, seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin, et c'est le principe même de l'open source. Et ce que je disais tout à l'heure, quand il faut une société ouverte et cosmopolite pour pouvoir progresser, je pense que le fait de pouvoir mettre en commun des ressources, le principe de l'open source peut effectivement nous accompagner vers une innovation plus efficace et donc un intérêt général auquel on répond plus facilement. Nathalie, tu as 1 minute, c'est une prouesse énorme. Absolument. Là. Alors, on a vu qu'il était possible de réconcilier l'intérêt privé et l'intérêt général, que les entreprises pouvaient proposer des nouveaux modèles pour aller dans ce sens. On a parlé d'économie de la fonctionnalité, que ça reposait sur davantage de reconnaissance et d'aller vers les collaborateurs et de satisfaire leurs aspirations, de nouveaux modes de gouvernance, de leadership, dont d'aller au plus près du terrain. Et l'entreprise, c'est effectivement un lieu où on est capable de compromis, et donc c'est le lieu de tous les possibles et de tous les espoirs. Eh bien, on va terminer sur cette note positive. Merci à vous tous et merci public d'avoir été là.